Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Five Facts. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour regarder la vidéo, pour s'abonner à la chaîne, pour l'avoir partagée autour d'eux et pour avoir commenté. Car bien entendu, sans vous, pas de vue, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de ces 5 présidents de la République française qui n'ont jamais pu aller au bout de leur mandat. Sur ce, je te dis bonne vidéo. Alors, au niveau politique, son mandat aura été celui de l'affirmation de la République. La Marseillaise devient l'hymne de la nation et le 14 juillet est désormais un jour de fête nationale. Tout se passe donc plutôt bien pour lui, mais 2 ans après sa réélection, c'est le drame. Le scandale des décorations éclate. Ce n'est pas Grévy qui est directement impliqué dans ce scandale, mais son gendre, qui est aussi son collaborateur, Daniel Wilson. Le gendre de Grévy, ce n'est pas n'importe qui. Riche héritier, il possède plusieurs journaux et il a, d'après les rumeurs, réalisé des bénéfices plus que douteux en bourse. Seulement voilà, ces diverses entreprises sont dans le rouge et Wilson a une idée pour revenir dans le vert. Il ne va ni plus ni moins faire payer l'obtention de privilèges. Et parmi ceux-ci, il y avait l'achat de décorations prestigieuses comme la Légion d'honneur. Et ça va devenir rentable, très rentable. Durant le procès, on apprendra même que plus de 20 000 dossiers auront été examinés par ces équipes. Comptez quand même entre 25 000 et 100 000 francs par décoration. Un franc de l'époque équivaut à 3,27 €. On est aux alentours de 300 000 € la Légion d'honneur. On apprendra même au cours du procès que des pièces avaient été manipulées par les services de police. Pour la petite histoire, il sera condamné en première instance à 2 ans de prison et 3 000 francs d'amende, puis acquitté en appel et enfin réélu comme député de l'Indre-et-Loire en 1893. Et oui, ce dont on l'accuse, le trafic d'influence, n'existe pas encore. Face à la colère du peuple, Grévy est contraint de démissionner le 2 décembre 1887. Cela fait déjà une semaine qu'une chanson tourne en boucle. Ah, quel malheur d'avoir un gendre. La chanson complète dans la description. Sadi Carnot arrive au pouvoir dans un contexte pour le moins agité comme on a pu le voir précédemment. C'est notamment lui qui va succéder à Jules Grévy. Mais les problèmes ne vont pas s'arrêter là pour lui. Les scandales continuent et notamment le scandale de Panama qui est directement lié à la construction du canal de Panama. Pour faire simple, c'est une histoire de détournement de fonds pour sa construction qui aura ruiné plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bon, ce seront finalement les Américains qui finiront sa construction. Ensuite, on a le général Boulanger qui va arriver à rassembler une bonne partie de la population de différents courants politiques pour essayer de renverser la République. Il a d'ailleurs bien failli parvenir à ses fins, mais au moment de prendre le pouvoir par la force, il préféra essayer de l'obtenir démocratiquement. Autant vous dire que ce fut une mauvaise idée pour lui, car dans la nuit où il s'y refusa, on lui fit croire qu'il serait interpellé, et face à cette nouvelle, il prit la poudre d'escampette. Enfin, on a les anarchistes. Alors eux, ils en sont à la lutte armée, puisqu'ils mèneront plusieurs attaques en France, notamment en 1893 où Auguste Vaillant va mener une attaque dans la Chambre des députés, notre Assemblée nationale moderne. Vous l'avez compris, Sadi Carnot n'a pas que des amis, et c'est ce qui nous amène à Lyon ce 24 juin 1894. Il est 21h15 lorsque l'on entend un homme crier « Vive la Révolution ». Sadi Carnot vient d'être poignardé. Santo Caserio, militant anarchiste italien, vient de poignarder au foie le président de la République au cri de « Vive l'anarchie ». C'est à ce moment-là que les gens prennent conscience de ce qu'il vient de se passer. La foule l'arrête avant que les forces de l'ordre ne le neutralisent. Sadi Carnot décédera quelques heures plus tard. Avant de commettre son crime, Santo Caserio enverra une photo de Ravachol à l'épouse de Sadi Carnot avec en légende « Il a bien été vengé », photo qu'elle recevra le lendemain du meurtre. Pour la petite histoire, Ravachol était un militant anarchiste qui s'était rendu coupable de plusieurs crimes et qui sera exécuté en 1892 à Montbrison, près de Saint-Étienne dans le département de la Loire. Jean-Casimir Perrier succède à Sadi Carnot qui vient d'être assassiné. Bon, de base, il n'est pas très emballé par l'idée de devenir président de la République, mais il finira par faire le grand saut. Seulement voilà, à peine élu, commence le Casimir bashing. Oui, parce que Casimir Perrier vient d'une grande famille bourgeoise, et pas n'importe laquelle. L'un de ses ancêtres, c'est l'un des fondateurs de la Banque de France. Autant vous dire que le fait d'appartenir à une famille de banquiers n'a pas vraiment joué en sa faveur. Pour la petite anecdote, Jean Jaurès le qualifia de banquier de proie ou encore de seigneur féodal d'un domaine minier. Bref, vous l'avez compris, Casimir n'a lui non plus pas que des amis. Et si vous rajoutez à ça le fait que le président de la République à cette époque n'a pas beaucoup de pouvoir, et oui, il faudra attendre la constitution de 1958 rédigée par le général de Gaulle qui offrira aux locataires de l'Élysée davantage de pouvoir. Ça s'annonce donc très difficile pour Jean-Casimir Perrier. D'ailleurs, ce peu de pouvoir fait qu'il est littéralement ignoré par ses ministres. Ça en arrive au point où ceux-ci prennent carrément des décisions sans lui. C'en est trop pour lui. Lassé d'être ignoré et insulté, il présente sa démission le 16 janvier 1895 dans laquelle il critiquera notamment le rôle impuissant du président de la République.
J'imagine que ce nom ne parle pas à tout le monde, pourtant sa mort a fait l'objet de nombreuses moqueries dans la presse et parmi les hommes politiques. Il débute sa carrière au Havre avant de gravir les échelons un à un et d'accéder enfin à la fonction de président. Son mandat présidentiel est surtout marqué par l'alliance qu'il conclut avec le tsar Nicolas II et c'est également lui qui est le destinataire de la fameuse lettre d'Émile Zola, J'accuse. Niveau vie privée, Félix Faure est un poil mégalo et il aime beaucoup les femmes. À peine élu président, il organise d'immenses banquets mondains. On parle quand même de plusieurs milliers d'invités. Et monsieur exige d'être servi le premier. Il est même allé jusqu'à faire graver ses initiales sur la vaisselle de l'Élysée, sans oublier les nombreux objets dérivés à son effigie. Mais revenons à sa passion pour la jante féminine. Au bout de 2 ans de pouvoir, l'homme qui est réputé pour avoir eu de nombreuses maîtresses tombe sous le charme d'une certaine Marguerite Stenheil, alias Meg. Et c'est là que les choses s'emballent. Le 16 février 1899, dans un petit salon privé de l'Élysée, les cris d'une femme se font entendre. Félix Faure vient de décéder d'un AVC dans une très fâcheuse posture. Autant vous dire que les circonstances de sa mort ont beaucoup fait rire les Français. Meg fut d'ailleurs surnommée Madame Pompe Funèbre et Georges Clemenceau dira de Félix Faure « Il a voulu vivre en César, il a fini pompé ». Paul Deschanel, brillant homme de lettres, remporte l'élection présidentielle face à son pire ennemi, Georges Clemenceau, devenant ainsi président de la République le 18 février 1920. Oui, je dis pire ennemi car plusieurs années auparavant, Deschanel, alors jeune député, avait accusé Clemenceau d'être impliqué dans le scandale de l'affaire Panama. Bon, à cette époque, on réglait les choses entre gentlemen puisque les deux se sont retrouvés pour résoudre ce différend et s'affronter en duel à l'épée, rien que ça. Et c'est Clemenceau qui a gagné. Cette victoire sonne donc comme une belle revanche pour Paul Deschanel. Mais voilà, une petite anecdote va faire les gros titres à l'époque. Rien de bien grave, mais quand même. Alors qu'il voyage à bord du train en direction de Montbrison, il souhaite prendre un peu l'air, il ouvre la fenêtre, et là, c'est la chute. Il est carrément tombé du train. Et voilà le président de la République, en pleine nuit, en train de marcher le long du chemin de fer. Autant vous dire que cela a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de l'époque. D'ailleurs, d'autres rumeurs sont venues enrichir sa biographie, notamment sa baignade avec les canards dans le bassin de l'Élysée, le fait qu'on les retrouvait en haut d'un arbre, ou encore qu'il signait ses décrets Napoléon. Bon, dans les faits, Paul Deschanel semblait souffrir du syndrome d'Elpenor. C'est un syndrome qui provoque une confusion mentale couplée à une désorientation spatiale et temporelle. Conscient que sa santé mentale ne lui permettrait pas de continuer sereinement ses fonctions, Paul Deschanel fera preuve d'une très grande lucidité en démissionnant le 21 septembre 1920. Voilà, c'est la fin de cet épisode de 5 Facts sur les 5 présidents qui n'ont pas fini leur mandat. Alors bien sûr, il y en a eu d'autres, mais il fallait en retenir 5. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode de 5 Facts.